Alors, juste avant avant la pause, on avait une question. Ah bah. C'est toi qui fais la réponse à tous les deux. Donc juste avant la pause, s'il vous plaît, je vous demande votre attention, on reprend. Avant la pause, il y avait une question sur pourquoi on avait changé de commissaire aux comptes. Allez. Alors c'est... Finalement, ça les intéresse pas. On est désolé. Voilà, s'il vous plaît, quelques minutes, quelques secondes d'attention pour nos intervenants. À la fin de la partie statutaire de l'Assemblée générale, il y a eu une question qui est particulièrement pertinente dans la salle sur le changement de commissaire aux comptes. Nous avons fait 2 mandats avec KPMG et effectivement, le mandat suivant, on l'a confié à un autre. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut redémarrer? Voilà. Je voudrais savoir si on peut redémarrer. Est-ce que je vais donner... S'il vous plaît. Pardon, est-ce qu'on peut redémarrer? Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va redémarrer. Donc j'étais en train de dire que nous avons eu pendant 2 mandats un commissaire aux comptes et on a changé de commissaire aux comptes. Et Stéphane Baron de KPMG avait envie de donner la réponse. Pourquoi est-ce que nous en avons changé? Merci. Alors je vais répondre à cette question. D'abord, je tenais à remercier toutes les équipes de Novabuild avec qui on a travaillé. On a bien travaillé. Et puis également le bureau avec qui on a pu échanger. Et donc j'apporte la question. Novabuild a connu une croissance assez impressionnante là, ces dernières années, et également à des financements de type subvention qui se sont développés. Et donc dans ce contexte, nous, on a estimé qu'on devait passer un peu plus de temps avec des personnes plus expérimentées, donc avoir un coût plus important. Donc on a échangé assez ouvertement avec Novabuild, et voilà, on avait un point où on a donné, nous, un chiffrage de nos honoraires qui nous permettait de faire notre mission qui nous permettait de tenir les standards qu'on veut tenir. Et on vous a invité également à faire un tour de la place pour regarder en toute transparence. Et donc, voilà, il y a eu un nouveau commissaire aux comptes qui a été choisi, qui vous a été soumis. Vous l'avez du coup voté. Ce qui ne signifie en rien qu'il y a un quelconque problème dans les comptes ou dans les relations d'ailleurs qui reste très cordial avec Novabuild. Voilà. Et je vous remercie pour ces 12 années de confiance accordée à KPMG. Et merci Stéphane de ce propos qui est, moi je le trouve exceptionnel, parce que c'est pas tous les jours que le commissaire aux comptes donne en transparence ce type d'informations. Donc je suis très touché, et donc je te remercie également de tout le travail que vous avez fait à KPMG. Si on veut bien applaudir. Alors, je voulais juste dire un petit mot avant de passer la parole. Je crois qu'on a une personnalité qui nous a rejoint tout à l'heure, William Aucan. Est-ce que tu peux... voilà. Donc, vous pourrez échanger avec William. C'est notre conventionnel ou citoyen à la Convention nantais, et aussi urbaniste architecte.
et à ce titre-là, très attaché à nos travaux. Et donc, on est ravis que tu sois avec nous pour cette fin d'Assemblée Générale. Et maintenant, je te redonne tout de suite la parole à Juliette et à Julien pour la suite de l'AG. Merci Pierre-Yves. Donc effectivement, comme on l'a vu dans notre première partie, et Pierre-Yves nous a présenté la feuille de route et les actions associées, eh bien en fait on a clairement l'objectif de construire et d'accompagner la filière dans sa stratégie bas carbone. En effet, il nous faut diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre en moins de 10 ans, soit pour 2030, si on veut pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc à partir de là, quel monde se dessine à nous dans les 30 prochaines années? Comment est-ce qu'on peut se représenter cette ville durable, cette ville bas carbone, résiliente, mais surtout que l'on souhaite avant tout désirable? Et comment faire? Quel chantier mettre en œuvre pour y arriver? Et en fait, c'est quand on a réfléchi à toutes ces questions avec l'équipe au moment de la préparation de l'AG que très rapidement, on s'est tourné vers une personnalité nantaise bien connue du milieu, Julien Dossier, et notamment son ouvrage Renaissance écologique et 24 chantiers pour le monde de demain. Donc merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Pour les questions-réponses, vous pouvez continuer à utiliser Vals, même si nous aurons un temps d'échange qui sera animé par Pierre-Yves. Julien, je te laisse la parole pour 40 minutes. Et merci de l'invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par un rayon de soleil qui pointe ici, mais en même temps, dans notre sujet, c'est un peu compliqué de ne voir que le bon côté des choses. Parce qu'il y a une réalité qui nous amène à une forme d'urgence, et notamment, il y a une grande différence entre un arc-en-ciel et une courbe de température. Parce que la courbe de température, elle n'est pas instantanée, et puis elle montre une tendance qui est lourde et qui s'installe dans le temps avec une inertie qui est compliquée à corriger. Et là, on voit les chiffres de septembre 2017, on voit les chiffres de mai 2020, et on voit les chiffres de juillet 2020 qui montrent que la tendance, elle ne va pas dans le bon sens. Alors ça, on le sait, et cette diffraction, elle se traduit par des litanies de chiffres qui deviennent finalement un peu abstraits, où chaque jour on est dans le jour le plus, ou etc. Mais en même temps, je pense que c'est important de commencer ici par un petit déroulé. Je vais le faire vite, en mode un peu mitraillette de rouleau compresseur, pour qu'on ait tout ça en tête, pour se dire « Ah !» Donc là, on a des nouveaux enjeux, notamment avec des méga-feux qui changent de nature. Les pompiers ne savent pas traiter ce genre de choses, avec des orages de feu qui se déplacent. Donc on n'a plus aujourd'hui les protections anti-feu dans les forêts qui fonctionnent, puisque le feu dépasse par les airs, ce genre de choses, et contourne. On a du coup des changements de mode de vie, et là c'est pas seulement une question de Covid, c'est un couple qui devait se marier en Californie et qui s'est posé la question du maintien ou non de son mariage. Les invités étaient là et ils se sont mariés comme ça, avec donc la Californie qui brûlait autour d'eux. On a d'autres événements aussi qui prennent une nouvelle ampleur, on change de taille de problème. Et là, on est vraiment à l'échelle des mégasystèmes. On voit que les feux d'Australie ont déclenché des fumées qui ont fait le tour du globe. Et par les satellites, on voit le nuage de fumée des incendies d'Australie qui fait le tour du globe. Il y a eu des alertes incendies en Nouvelle-Zélande qui ont conduit les pompiers à se rendre compte que l'odeur de brûlé n'était pas liée au feu de Nouvelle-Zélande, mais que c'était une odeur de brûlé qui venait d'Australie. Donc des fausses alertes aux incendies en Nouvelle-Zélande. On a également des ampleurs qui se complexifient parce qu'elles interagissent les unes avec les autres. Et là, on voit la grande sécheresse qui a menacé le Cap en Afrique du Sud. Et vous vous souvenez peut-être, cette année-là, on parlait du jour zéro, en se demandant à quel moment les robinets allaient être coupés. Alors ça semble loin, je ne sais pas si vous avez surveillé l'approvisionnement en eau de la région nantaise. On était à quelques centimètres de la rupture d'approvisionnement du zone de captage de l'eau cette année ici. Et le bouchon d'eau salée remonte l'estuaire de manière beaucoup plus lointaine à l'intérieur des terres, en modifiant la salinité, donc les milieux fluviaux, aussi parce qu'on a un étiage particulièrement bas cette année.
on a des centrales, etc., etc. Donc on voit cette interaction qui pose problème parce qu'ensuite on a des sols trop secs pour absorber les grandes pluies, donc ça fait tout de suite des inondations. Et puis quand il pleut, il se met à pleuvoir, certes, on reconnaît, c'est des gouttes qui tombent du ciel, mais c'est pas les mêmes gouttes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. On a des pluies qui ravinent de manière extraordinaire, donc ça met en cause aussi notre conception de la solidité de nos infrastructures, de nos équipements de construction. Le béton ne résiste pas vraiment à ça, les enrochements non plus, et la résilience de nos infrastructures est en cause. On continue avec des moyens qui semblent inimaginables. Quand le Cap avait peur de manquer d'eau, il y a des gens très sérieusement qui se sont dit, bon, bah, on va découper des morceaux d'iceberg de l'Antarctique et puis on va les faire venir par bateau. Ça fondra un peu sur le chemin et puis on aura de l'eau fraîche comme ça. Ce qui nous amène à coupler avec une évolution également des données. Donc pendant un temps, on se dit, bon, bah, ici, on est quand même un peu loin du bord de mer, mais il y a quand même l'effet piston, donc on sait qu'on a un risque de submersion ici. Mais le problème, c'est qu'on avait des données satellitaires qui regardaient ce qu'elles mesuraient, c'est-à-dire le toit des bâtiments. Et quand on corrige les données satellitaires en mesurant non pas le toit des bâtiments, mais les sols, eh ben, on se rend compte que en 2050, il y a une bonne partie des choses qu'on connaît ici, sur lesquelles on se dit, bah, tiens, on peut continuer à faire des opérations, bah non. 2050, c'est donc dans 363 mois et 26 jours. Donc c'est demain. Et on a devant nous une accélération également et l'intensification des tempêtes avec des trucs bizarres de type, voici une tempête tropicale qui est beaucoup plus au nord et beaucoup plus à l'est dans l'Atlantique. Et on a des phénomènes de grande ampleur qu'on n'a jamais vus dans l'histoire qui sont en train de se manifester chez nous. En 2005, voilà la trajectoire des grands ouragans de l'Atlantique Nord. Et c'était la première année de l'histoire où les organisations météorologiques mondiales qui nomment les ouragans par des lettres de l'alphabet avec des prénoms. Et signe du progrès, on en fait maintenant la parité. Donc un ouragan sur deux est un prénom masculin, un ouragan sur deux est un prénom féminin. Et chaque année, on prépare 21 lettres pour nommer les ouragans. En 2005, on a manqué de lettres, donc on s'est mis à donner des lettres de l'alphabet grec. C'était la première fois de l'histoire que ça se produisait. Et manque de peau, cette année, on est parti pour parce que on a été plus vite dans l'épuisement du stock. Donc là, en septembre, on est à Omar, et donc là, on s'attend à ce que l'année 2020 soit de nouveau une année où on va franchir le seuil des lettres grecques. Alors c'est non seulement une fréquence, une occurrence, mais une sévérité. Là, je vous présente des vortex de Kármán. Les vortex de Kármán, c'est des grandes formations intenses, et il faut voir que la puissance dégagée par ces vortex, ça met en cause des constructions qu'on considère comme stables. Voilà un vortex de Kármán qui se prend une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire. Donc, des choses qu'on conçoit comme étant stables, du business as usual, etc., sont vraiment très fragiles aujourd'hui. La puissance des éléments dans tous les sens, que ce soit un manque d'eau, un trop d'eau, une température, etc., est inquiétante. Là, j'ai récemment dirigé le conseil scientifique d'excellence environnementale de la Solidéo pour les Jeux Olympiques. En 2050, on a reçu les fichiers météo de Météo France. Et je vous encourage toutes et tous à vous procurer dans vos missions les fichiers météo de 2050 pour les opérations sur lesquelles vous intervenez. On parle du coup, dans les aménagements qui vont être rétrocédés après les Jeux Olympiques, on parle d'espaces refuges et d'espaces refuges climatiques où on se dit, en période de canicule, quels seront les espaces qui resteront habitables là où certains éléments, notamment à proximité des parois, ne pourront pas être habitables. On ne saura pas habiter dans ces bâtiments à proximité des parois. Donc il y a des questions qui se dessinent de manière très aiguë ici. Et l'histoire ne fait que se répéter puisque dès 81, si vous regardez ce documentaire, Warming Warning, vous avez tous les éléments de la crise actuelle. Vous connaissez les phénomènes, vous connaissez leur origine anthropique, vous connaissez les principaux postes émetteurs, vous connaissez les principales familles de solutions. Je parlais hier avec un des organisateurs des Universités de la Terre qui rappelait qu'en 72, il a regardé la composition du programme, en 72, on avait déjà tous les ingrédients qui posaient l'ampleur de la crise, les origines et les solutions. Donc on a
été nombreux. J'ai fait partie des 15 000 signataires de cette tribune qui a été parue en 2018 en 2017 déjà, dans le monde, il sera bientôt trop tard, et on a ici abordé les questions climatiques, mais on voit que la question de biodiversité interagit fortement avec les questions climat, et notamment on a une émergence de nouveaux phénomènes de grande ampleur. Dans le vignoble ici, on a tous connu des vignerons qui ont perdu leur récolte, et qui ont dû, par solidarité, récupérer du raisin de leurs voisins, etc. On sait aussi que dans notre enfance, on avait des sessions de nettoyage des pare-brises. Heureusement, on n'a plus ça. On peut gagner du temps sur nos trajets, puisqu'on n'a plus d'insectes sur nos pare-brises, puisqu'on a une chute drastique des insectes, avec toute la biodiversité, et puis on a des trucs vraiment inspirants aussi. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour avoir une cocaïne éthique. Il y a quand même des progrès dans la société. On peut se dire que ça, c'est quand même... il y a des bonnes nouvelles. Hein. Donc, et là, c'est intéressant, dans la photo, ils ont choisi en plus un extrait de la Bible pour bien se prendre le bon rail. Mais ce faisant, dans ce monde un peu bizarre, on voit aussi la complexité de la prise de décision. On aimerait être dans un monde un peu plus rationnel. Et dans ce moment où on a vraiment besoin de la concentration de nos cerveaux sur des objectifs avec une confrontation à une réalité de chiffres documentés par des analyses scientifiques, eh bien, face à cette rationalité, on voit émerger tout un champ de contre-science, de contre-feu, de marchands de doute, et qui est très organisé, avec ici, on le voit, une dominance de ces robots qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et qui propagent des fake news, des infox et autres problématiques de mésinformation. Donc, on complique ça avec des phénomènes migratoires, on complique ça avec tout un tas de facteurs qui est finalement très assommant. Et on peut avoir l'impression qu'on en est là aujourd'hui. Hein. Je suis le vecteur de bonnes nouvelles pour démarrer cette intervention. Je pense que là, vous êtes vraiment motivés. Et puis, à un point, vous voyez probablement plus grand-chose à cause de la luminosité, mais imaginez là une scène de nuit en milieu urbain. Et là, c'est une autre scène de nuit en milieu urbain. Je vous défie de savoir lequel vient de Blade Runner 2049 et lequel vient d'une série de photos de Reuters prises à Shanghai. Donc la fiction et la réalité sont en train de s'interroger. Et puis on a des nouvelles fictions ici, c'est les Américains qui ont faim. Alors les Américains ont faim pendant la pandémie parce qu'ils peuvent plus travailler, ils sont tout de suite vite au chômage, il n'y a pas de sécurité sociale derrière. Alors ils ont faim, donc ils font la queue en bagnole dans des gros SUV pour aller manger aux États-Unis. Donc on se dit qu'on va vers un monde peut-être plus simple, et puis au moment où on se dit qu'on va vers un monde plus simple, et bien on se dit ah bah zut, en même temps nous les glaneuses d'aujourd'hui, elles glanent autre chose, et on se dit ah c'est des gens qui veulent se marier, qui nous racontent des sales histoires, sauf que voilà ce qu'on voit en Écosse, c'est le corollaire des vacanciers qui sont pas partis loin faire la fête à Ibiza ou autre, et ben ils ont fait la fête en Écosse avec leur gentille poésie des amoureux de la nature. Alors on se dit que c'est chez les Anglais, mais non, on a aussi nous une nouvelle ontologie du déchet qui, et vous l'avez peut-être remarqué dans vos promenades, ça fait partie des joyeusetés qui nous arrivent. Alors certains ont dit, est-ce qu'on aurait vraiment dû faire tous ces efforts pour nous sauver ? Quand on voit ça, on se dit tout doit disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire tout ? Eh ben, on peut s'interroger quand on voit cette forme de bêtise. Et en même temps, on sait que ici se préfigure. On entre dans la rentrée avec un poids d'une crise économique, sociale dramatique. On nous annonce un plan de relance de 100 milliards, mais on se dit mais est-ce que ça va suffire ? On en est là, de se dire 100 milliards, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que c'est à la mesure de la crise ? Et puis on a des pratiques dont on hérite. Et là, d'un point de vue image de marque, si vous faites Lafarge Scène, voilà les premiers résultats que vous avez sur un moteur de recherche. Ça va être difficile aujourd'hui de faire abstraction de la vigilance et de la sensibilité de la population sur des questions de pollution, d'équilibre des milieux et de rôle de l'entreprise dans la société. Alors, on est en droit de se poser la question de la peur. Tout ça, ça fout les jetons, franchement. Qui a peur ? On a le droit de se le dire. Pas hyper réjouissant tout ça. Mais la peur, c'est pas une bonne conseillère. Peur, c'est pas une bonne conseillère parce qu'on se paralyse. On peut rentrer dans des formes de déni, on peut rentrer dans des formes de colère, on peut rentrer dans toutes sortes de réactions qui ne sont pas saines. Donc,
je pense qu'à la fois, il faut pouvoir en parler, pouvoir regarder les choses en face, dire « Ah, ben, ça vaut les jetons », et puis après, il faut réagir. Et un des premiers moments que je souhaite partager ici pour sortir de ce moment de peur, c'est de dire bon, ben, ok, c'est compliqué, et profitons du fait qu'on soit nombreux. On n'est pas tout seul. On a d'autant plus peur qu'on est seul. Là, on est ensemble. Et ici, votre action collective et votre engagement à l'échelle de Novabuild est absolument précieux. C'est parce que vous avez cette solidarité, cette fraternité, cette confrérie, cet engagement collectif qu'on peut aujourd'hui regarder en face ces défis en se disant « Ok, ça fait peur, mais on y va ». Alors, je ne sais pas si on va avoir le son, mais normalement ici, il y a du son. Bon, c'était un extrait de Mais il est où le bonheur? Et c'était une invitation pour que vous preniez 5 minutes pour partager un moment de soupape. Après cette petite ouverture, cette mise en bouche très légère que j'ai eu l'honneur de partager avec vous. Donc 5 minutes, elles sont où les bonnes nouvelles au fond? Allez, maintenant qu'on sait ça, on se tourne autour de ses voisins et dit « Ok, on connaît ça, et maintenant on a envie de réagir. Comment on fait émerger une forme d'énergie entre nous ?» Je vous encourage à prendre 5 minutes à partager autour de vous les bonnes nouvelles que vous voulez vous développer et sur lesquelles on va construire le reste de cette journée. Donc 5 minutes, les bonnes nouvelles. Elles sont où les bonnes nouvelles? À vous la parole au sein de vos tables. Vous avez entendu les gamins qui sont dans la rue qui nous disent ça? On est plus chaud, on est plus chaud, on est plus chaud que le climat. Ouais! Ah! Ça tombe bien parce que dehors c'est chaud bouillant. Et c'est chaud et bouillant de villages qui devaient être reliés par une marche pour faire on est plus chaud, 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 etc. Sauf qu'elle a été annulée pour cause de canicule l'année dernière. Je vous en prie. C'est malheureusement pas piqué sur l'Ogographie, mais sur le site de France 3. Donc c'est vrai. Et puis on a vécu ça, nous. Alors là, on était peut-être très chaud pour le climat, mais un peu refroidi quand même. Et on s'est bien rendu compte que le périmètre de notre action ne pouvait pas se limiter à simplement notre jardin, notre cuisine, nos enfants, nos êtres chers, et que la membrane qui nous protège de cette tabula rasa ne peut pas être aussi fine et vulnérable. Donc s'isoler, ça ne marche pas. On a vu aussi que Jeff Bezos, dont la fortune astronomique l'amène à s'intéresser à Mars. Ben, en fait, on peut lui faire gagner beaucoup d'argent parce qu'on est déjà allé sur Mars. Ça ressemble à ça. On rajoute une grosse cloche, mais sur Mars, il n'y aura pas de champ de blé pour faire du pain. Il n'y aura pas d'oiseaux pour nous réveiller le matin. Il n'y aura pas de chauves-souris pour bouffer les moustiques et se réjouir du fait qu'on... etc. etc. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'aller sur Mars. Et d'ailleurs, la NASA, dans ses publicités pour les différentes destinations possibles, nous rappelle que la Terre, c'est notre oasis dans l'espace, et nous disent que c'est là où l'air est gratuit et où respirer, c'est facile. Donc ils ont des principes de bon sens, les gens de la NASA, et je pense qu'on peut se les appliquer à nous. Donc, cette idée d'aller conquérir ailleurs pour s'en sortir est une impasse. Et d'ailleurs, là où l'imaginaire des années 60, c'était cette conquête spatiale, David Attenborough et le prince William ont lancé, début de l'année 2020, un projet analogue au Moonshot Prize, où on se donnait l'objectif d'aller conquérir la Lune. Et là, on se dit, ben, c'est la Terre dont on va s'occuper. Et le Earthshot Prize, qui est un prix vraiment intéressant, je vous encourage toutes et tous, là encore, à suivre ce projet-là, parce que ce serait noble de le gagner, pour quiconque ici. Et le Earthshot Prize, on voit bien que ce n'est pas un imaginaire de satellite, de fusée, puisque c'est sous nos pieds. Et donc, on a une question de représentation ici. À quoi ça ressemble le Earthshot Prize? Et pour beaucoup, c'est une question de page blanche. Bah oui, c'est très très compliqué de savoir ce que c'est le Earthshot Prize. Est-ce que c'est gagner... Oui. Mais c'est compliqué à définir. Et on aimerait pouvoir avoir un Earthshot Prize avec un Deus Ex Machina qui arrive et dit hey, ça y est, tu branches là, tu fais le truc, machin, et c'est bon. Et à l'échelle de la civilisation, oui, on aimerait bien avoir ça, parce que là, voilà des chiffres qui viennent de la stratégie de neutralité carbone de Paris, un des travaux auxquels j'ai participé,
Et on voit, pam, 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 1, 2, 3, 4, 5, les 5 mandats. Le premier a commencé en 2020, 2026, 2032, 2038, 2044, poum, 2050. On a 5 mandats municipaux pour gérer le truc. Ça veut dire que là, chaque mois compte, on est dedans. Et on voit qu'au cours de chacun des mandats, les courbes évoluent très vite. Donc ça veut dire qu'on fait des changements substantiels. Et on aimerait bien avoir une machine magique à résoudre tout ça. Moi, je pense qu'on a un enjeu de représentation d'une action collective. Là encore, je fais le lien avec Novabuild, vous êtes ensemble et on n'est justement pas paumé individuellement face à une tâche comme ça. C'est parce qu'on va arriver à se coordonner, c'est parce qu'on va partager le travail, c'est parce qu'on va se synchroniser dans nos mouvements, qu'on va se fixer les mêmes objectifs au même calendrier, qu'on va arriver à échapper à la menace du requin climat qui va traverser notre banc de poissons en faisant le moins de victimes possible. C'est parce que nous, on va sortir de la trajectoire et se mettre à l'abri. Et alors, on a des mots simples à garder à l'esprit parce qu'on sent la charge, l'ampleur du sujet. Et voilà comment on peut résumer en 3 phrases le rapport spécial du GIEC 1,5 degré qui est paru en octobre 2018. Et c'est Valérie Masson-Delmotte, une des co-autrices, qui le dit très bien. Donc chaque demi-degré compte, tout le monde peut comprendre. Chaque année compte. On sait que si on démarre en 2049, c'est plus difficile. Et chaque choix compte. On sait qu'on ne va pas simplement isoler un facteur en disant bah, là, oui, là, on va faire beaucoup d'efforts, et puis dans le reste, c'est bon, on peut continuer. Donc, et on peut même dire aujourd'hui, chaque dixième de degré compte. Parce qu'il est peu probable aujourd'hui qu'on soit encore en situation de rester sous 1,5 degré. On a une telle inertie dans les facteurs climatiques que le risque de dépasser 1,5 degré est très fort. On est à plus 1,1 déjà, et on a accumulé une quantité de chaleur, etc. Donc, soyons modestes sur nos objectifs, mais en même temps ambitieux sur le fait que des dixièmes de degrés vont faire une différence. Et quand vous entendez autour de vous des gens qui vous parlent de scénarios à plus 3 ou plus 7, battez-vous, parce qu'on n'est pas du tout sur le bon ordre de grandeur. C'est comme si vous allez voir votre banquier, vous disiez, bon, bah alors cette année je fais mon résultat, mais alors avec une variance de plus ou moins 300% par rapport à l'objectif que je vous ai annoncé. Le banquier va dire, écoutez, vous n'êtes pas très fort en gestion. Donc là, on doit changer le truc. Et ici, le texte, celui qui lit ceci peut agir. C'était une photo que j'ai prise à Nantes dans une manifestation pour le climat. Et je pense qu'on a cet effort à organiser entre l'échelle de notre action individuelle, et là, ce jeune qui nous dit « celui qui lit ceci peut agir », et en même temps, c'est un appel à chacun, donc à la masse. Donc, comment est-ce qu'on articule ces deux ? Puis il y a des signes d'espoir. Vous voyez, ces jeunes militaires qui font du covoiturage sur une voiture électrique à Paris, c'est un nouveau cahier des charges pour Renault. C'est quand même plus simple que de fabriquer des gros 4x4 de 3 tonnes avec 800 km d'autonomie. Alors, c'est pas le même usage, vous me direz. Mais gardons à l'esprit qu'on peut faire du covoiturage électrique avec ce genre de véhicule. Et d'ailleurs, on a des changements brutaux qui peuvent se produire rapidement et nous donner espoir sur cette trajectoire. Parce que là, on voit les pics de fréquentation des infrastructures cyclables à Paris, et c'est arrivé très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, allons-y, puisque visiblement, on est prêt. Et d'autres signes sont intéressants. Alors certes, on ne parle pas des Républicains, mais à l'échelle de la primaire des démocrates, il y a eu 1 heure de débat entière consacré à la crise climatique sur CNN, à des horaires de pleine écoute, avec les candidats démocrates qui ont eu du temps pour se préparer et qui ont élaboré des solutions vraiment convaincantes. Donc on a une évolution notable également de la prise de conscience à l'échelle politique de l'urgence et la sévérité du sujet. À l'échelle nationale, on est également, nous, en train de muter, et les enfants, notamment les ados ou les jeunes adultes dans vos familles, que ce soit les vôtres ou les neveux, nièces et autres, expriment ça. Et on entend des grands patrons, des ministres qui disent ouais, mais mes enfants me disent, et puis c'est un décalage par rapport au message qu'ils portent. Et on sent que la transition est importante. Les patrons changent. Là, vous avez suivi autour justement des travaux de William qu'au moment de la publication des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu un vrai débat sur la posture du monde économique. Est-ce que c'était des dangereux ayatollahs verts qui allaient faire la décroissance et détruire de l'emploi ?
ou au contraire, c'était des gens parfaitement raisonnables, qui avaient lu un rapport et qui nous invitaient à prendre une action qui était un minimum, finalement un socle, on en parlait encore avec William, il faut faire ça, plus beaucoup d'autres, puisque l'objectif c'était moins 40% au minimum, mais ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin encore que les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, et il y a des patrons qui sont exprimés dans le JDD, et ça a beaucoup fait réfléchir. Donc on est aussi en train de changer dans nos modes de représentation de ce qu'on désire en tant qu'acteur économique, acteur de filière. Ici à Nantes, vous avez les dirigeants responsables de l'Ouest qui l'année dernière ont entrepris une évolution de leur plan stratégique, fixant moins 50% en 2030. Et ça, ils sont déjà à l'œuvre puisque en décembre 2019, ils ont réuni 250 personnes pour présenter les 11 chantiers, les 80 projets d'application, les pilotes. Et là encore, on est dans l'action très concrète avec des actions qui sont menées à l'échelle du dirigeant, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle des salariés et à l'échelle du territoire. Et tout ça, ça fait système. Donc on a une dynamique ici qui nous amène à changer le regard. Et il y a des artistes qui sont là aussi pour nous aider. Vous voyez une forêt qui a poussé dans un stade. Et au vu de l'évolution des pratiques sportives avec le Covid, on peut dire c'est peut-être pas idiot. C'est des grandes pépinières avec des endroits à l'abri, etc. Mais aussi des objets où on peut voir les forêts pousser. Alors certes, c'est plus lent qu'un match de sport. Il y a peut-être un peu moins d'action entre, etc. Mais c'est une interrogation. Alors cette forêt a été démantelée, mais les artistes sont là aussi pour nous interpeller sur le changement d'échelle. Et puis on a des designers qui sont là pour nous donner de l'espoir aussi. Alors moi je suis pas très pour. Je me dis que l'idée de rétablir la carriole avec un cheval, bon, là c'est les petits drones du US Robotics, peut-être qu'il faut regarder là, cette photo de Laurent Houtan qui tend la main pour aider et c'est aussi ce changement de regard que j'ai notamment nourri avec une lecture importante, Wilding, ce livre qui a été écrit par Isabella Tree en Angleterre et qui montre comment elle et son mari, à la tête de 1400 hectares, donc un 2 pièces cuisine avec un tout petit jardin de 3 grammes de pelouse. Donc 1400 hectares, c'est leur grosse exploitation qui faisait de l'agriculture intensive, mais sur des sols qui n'étaient pas prévus pour. Donc ça leur coûtait très cher en intrants, en pesticides, en engrais, en tracteurs, en mécanisation, en trucs machin. Ça marchait pas, ça leur partait pas un flèche. Ils ont arrêté et ils ont dit on va réensauvager en domaine et on va faire un espace de safari de biodiversité et ça marche beaucoup mieux. Et ils gagnent beaucoup plus d'argent avec des safaris de biodiversité, avec un nouvel équilibre dans la nature, de nouvelles espèces, etc. Et ce changement de regard, il est en train de se produire là en ce moment. J'étais à Arles la semaine dernière pour ce festival Agir pour le vivant, et j'ai eu l'occasion d'écrire l'édito Agir pour le vivant, et j'ai souligné pour, parce que évidemment, aujourd'hui ici on est réunis parce qu'on sait bien qu'on ne va pas agir contre le vivant. Évidemment. On a la conscience également que dans nos métiers, on a devant nous un grand chantier de substitution de matériaux pour sortir du minéral, sortir de l'énergie et aller vers des matériaux éco-sourcés ou biosourcés. Donc là, on sait qu'on va agir de plus en plus avec le vivant, mais ce n'est pas suffisant. Ici, quand on dit agir pour le vivant, et c'était très marquant dans les interventions qui ont eu lieu là-bas à Arles, agir pour le vivant, c'était aussi une façon de reconnaître une forme d'humilité de notre place d'humain dans cette nature, avec une reconnexion avec des alliés que nous devons traiter en tant que tels. Tout à l'heure, le terme d'allié a été évoqué. Mais je pense qu'il faut l'étendre pour vraiment penser en territoire, penser en acteur. Et c'était le sens de la Convention citoyenne pour le climat, disant soyons alliés entre les différentes parties prenantes. N'isolons pas la prise de position, la prise de décision chez le politique. Le politique ne prend les décisions que en fonction de la société, en fonction des économies, en fonction de la culture, en fonction des jeunes, etc., en fonction des artistes. Donc soyons alliés ici. Et agir pour le vivant, j'aime bien ce logo parce que d'ailleurs, si on cherche un peu, on peut voir d'ailleurs ce genre de phénomène se produire dans la nature. Ça existe, hein, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, en donnant des objectifs ambitieux, on peut y arriver, on peut bouger les montagnes. Donc ici, moi je voulais conclure cette première phase d'intervention pour souligner l'urgence, l'ampleur et en même temps l'effort d'imagination. Ici, on est devant un effort d'imagination. On est devant un effort d'imagination que je vous propose qu'on continue cet après-midi avec la fresque qui est présente sur vos tables, avec la fresque qui est tirée en plus grand autour de nous, qui va nous servir de support justement à la construction d'un projet collectif, où on va voir que dans cette image, on a la représentation d'énormément de chantiers sur lesquels nous savons devoir et pouvoir agir.
Donc on a une question de vue d'ensemble, une question de vision panoptique, synoptique, systémique, et je pense qu'on a là un document qui fait écho à la diversité des sujets qui a été abordés dans cette présentation. Et je pense qu'il est utile aujourd'hui pour nous de chercher des alliances à l'échelle de cette cartographie. Et puis on voit également qu'on a un rétroplanning, on a des dates qui nous sont données, on a moins 50% en 2030, donc il se pose la question de la fragmentation du chemin qui nous y mène. Et c'est pour ça qu'on va se séparer en 3 groupes, avec un groupe de très court terme, 0-1 an, un groupe d'horizon connu, 1-5 ans, un groupe d'horizon un peu plus lointain, 5-10 ans. Et on va être amené à organiser notre action par palier, justement pour être pertinent, parce que le risque serait de ne voir qu'une immense marche à franchir, en se disant j'en suis bien incapable. Donc notre effort collectif, c'est de mettre en mouvement des actions d'ultra court terme, 0-1 an, qui vont nous permettre de donner un signal économique, de donner un signal, une impulsion d'usage, et donc d'enclencher les investissements sur 1-5 ans en confiance, puisque on sait qu'on s'adresse à un marché qui est là, qui est naissant, et nos investissements vont permettre de faire grandir ce marché. Et la rencontre de ces usages et de cet appareil de production, en 5 ans, va être significative. On va en voir les résultats, on va se dire qu'on a progressé de manière importante, on peut se donner des objectifs de moins 25 ou moins 30% sur 5 ans, et on peut envisager avec sérénité une deuxième vague d'investissement sur 5-10 ans qui va nous permettre d'atteindre le point de trajectoire souhaité, moins 50% en 2030, avec la perspective de continuer pour viser la neutralité carbone en 2050. Donc c'est cette impulsion qui est dans nos mains cette année, c'est cette organisation et ce partage des décisions qu'on va vivre ensemble cet après-midi et qui vont nous permettre de réussir à relever ce défi. Donc je voulais en terminer là, on est bientôt à l'heure du déjeuner, mais je crois qu'il y a encore une intervention avant de passer à table. Il y a une séquence de questions-réponses, d'approfondissement, peut-être même que la fresque, quand même, pour donner envie aux uns et aux autres, on en dirait un petit mot un peu plus complet. Mais est-ce qu'il y a des questions-réponses, en sachant que je viendrai près de vous, je garderai le micro, vous ne le toucherez pas, comme ça, je vous transmettrai aucun disease. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous raconter la fresque Renaissance, tu l'as faite dans plusieurs cercles. Comment est-ce que les gens réagissent dans un exercice comme celui-là, qui est quand même plutôt... Enfin, c'est le même exercice à chaque fois, dans des milieux très différents. Donc la fresque, comme vous voyez là sur chacune étape, c'est un dessin. Donc vous avez tous en tête le geste d'un enfant de 3 ans qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il colorie. Et c'est heureux parce que c'est un geste simple que chacun peut avoir en tête. Imaginez-vous que c'est le même objet que j'ai également utilisé avec des grands investisseurs, avec des héritiers des plus grandes fortunes françaises, avec des patrons de grands groupes internationaux qui se sont servis de cet outil-là pour se projeter dans un univers possible. Et là encore, je souligne possible, puisque cette fresque est un dessin, mais chaque zone du dessin est reliée à une photo. Donc tout ce que vous voyez dans ce dessin existe. Et pour moi, c'est très important de savoir qu'on est rassuré. Le schéma qui est proposé est une question d'organisation et de déploiement, puisque la conception des solutions a été faite. On sait les fabriquer, on sait les faire tourner économiquement. C'est une question d'organisation. Donc ça permet ensuite d'avoir un propos fédérateur qui aide des acteurs qui ne se connaissent pas forcément à voir les interdépendances, les coalitions, les alliances possibles. Et on peut le faire à l'échelle d'une filière, on peut le faire à l'échelle d'un territoire, on peut le faire à l'échelle d'un groupe politique, on peut le faire à l'échelle d'un propos éducatif. Donc la fresque que vous voyez là a été mise en diffusion auprès des 250 000 éco-délégués dans les collèges et les lycées de France, avec une invitation pour que les élèves s'en emparent pour projeter leur imaginaire sur comment est-ce qu'ils veulent faire évoluer leur établissement. C'est aussi un outil pédagogique pour leurs enseignants. Vous pouvez imaginer un prof de langue s'en servant pour dire voici this is a car. Et donc on apprend à nommer les zones de la fresque. C'est un outil d'apprentissage des langues, un outil d'apprentissage au récit pour le français, de connaissance de la géométrie, etc. pour les mathématiques, des sciences et vie de la Terre. On a un outil qui fait le lien entre plein de moments de notre vie. Et je pense que c'est important ici parce que
On a plein de leviers pour agir. Quelquefois, c'est au moment où on fait ses courses, 3 fois par jour pour se nourrir. Quelquefois, c'est au moment où on place son argent chez la banque. Quelquefois, c'est au moment où on place un bulletin de vote dans l'urne. Chacun de ces moments de notre vie est un moment décisif. Et on peut ici retrouver les liens entre ces différents moments, ces différentes postures qu'on peut avoir en tant qu'individu, en tant qu'investisseur, en tant que patron, en tant qu'employeur, en tant que citoyen, etc. Donc on a besoin d'objets qui nous permettent de faire le lien. Et à l'usage, la fresque a aussi permis, par exemple, devant la Convention citoyenne, et c'est comme ça que j'ai rencontré William, on a fait des ateliers pour les conventionnels, à un moment où ils étaient bombardés d'informations, et ils se disaient mais comment tout ça s'assemble? Et le fait de voir une vision d'ensemble a aidé à poser les liens entre les différentes thématiques, entre les 5 grands enjeux qui ont organisé les travaux de la Convention. On a pu aussi les relier grâce à un objet comme celui-là. Alors, il y a une question dans la salle, Hugues Delplanque. Oui, je touche pas le micro, voilà, c'est compliqué. Oui, mais merci beaucoup pour votre information. C'est pas tellement une question, c'est plus une réflexion. Je crois que vous êtes un scientifique et je pense que tout ce que vous dites me fait penser très personnellement. Un album qui est sorti en 1991 qui s'appelle Amused to Death, qui a écrit Roger Waters, qui était le bassiste-compositeur de Pink Floyd, et qui nous disait, à force que l'humanité se préoccupe de donner, il finit par en être désabusé. Je vous invite effectivement à réécouter cet album fantastique de 1991. Et en fait, le défi que vous lancez, quand je vous entends, c'est de me dire... il faudrait qu'on réussisse, à force d'objectiver les choses par toutes les données que vous indiquez, par tous les événements que vous précisez, par tous les constats que vous nous présentez, à ne pas perdre notre âme et continuer ensemble. Et notre âme, finalement, elle est dans le commun. Et c'est un peu ce que je perçois, en tout cas, quand je vous entends. Donc, merci beaucoup de votre témoignage. Et c'est une très belle invitation à continuer à travailler ensemble entre nous. Merci Hugues. Alors on a une question qui est arrivée par Evals tout à l'heure et que je pense qu'elle peut donner un éclairage un peu particulier. C'est une question qui semble un peu distinguer l'élite et ceux qui font pas partie de l'élite. Mais on pourrait le dire autrement. Ici, on a des dirigeants d'entreprise, on a des acteurs économiques qui peuvent agir avec des leviers assez forts. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas ces acteurs économiques et en particulier des gens qui ont moins de moyens, des gens qui ont des difficultés pour se loger? Comment est-ce qu'on peut inviter à agir également? Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre élite et pas élite. Et le fait d'avoir choisi ici un objet qui est un dessin qu'on imagine naturellement mettre dans les mains d'un enfant de 3 ans, c'est qu'on ne s'adresse pas à des élites avec un dessin comme celui-là. Justement, le fait d'avoir écrit par exemple le rapport de neutralité carbone de Paris, c'était un travail largement inaccessible à la majorité de la population. On a produit 367 pages de documents techniques avec des courbes, avec des chiffres, avec des unités, avec des abréviations. Pardonnez-moi le mot, mais c'est imbitable. On s'adressait pourtant à 2 millions de Parisiens à qui on proposait de programmer une évolution majeure de leurs usages, de leurs investissements, de leur mode de consommation dans tous les domaines en moins de 30 ans. Donc on avait un véritable défi de récit ici. Donc il y a une question de forme et une question de fond dans la question. La question de forme, pour moi, elle est importante de rendre le discours accessible et le dessin me semble immensément riche ici. Je pense qu'à travers le dessin, on peut cacher une grande partie de la complexité, parce que, à l'inverse, on supposerait que chacun de nous doive absorber au petit déjeuner 25 litres d'encyclopédie pour pouvoir se mettre à niveau sur les sujets, mais c'est pas possible. On n'a pas assez d'une vie pour lire suffisamment de choses pour comprendre la situation. Il faut qu'on gagne du temps, il faut qu'on puisse s'approprier des messages, et le dessin est très efficace pour ça. Donc ça, c'est un premier point. Et après, la question de fond, est-ce qu'il y a une différence de capacité entre des gens qui ont des moyens, qui font partie d'une élite, et des gens qui n'en ont pas? La question a été un petit peu reprécisée derrière. Et que donc c'est pour ça que ça me permet de te couper, parce que je pense qu'il y a une fracture sociale avant le dérèglement climatique qui peut s'accentuer avec le dérèglement climatique, qui est en train. Et vraisemblablement les actions pour lutter contre le dérèglement climatique agissent aussi sur la fracture sociale. Et donc comment on fait pour qu'elle ne s'accroisse pas et qu'elle soit, et qu'on arrive à emmener tout le monde? Alors
on peut en effet avoir en tête la question du bâtiment. Dans le bâtiment, on sait qu'aujourd'hui, un bâtiment sain, bien isolé, sobre en énergie, etc., coûte plus cher au mètre carré qu'une passoire thermique. On sait que la qualité de l'architecture est un coût et se répercute avec la difficulté de savoir qui va payer à la fin. Je voudrais revenir sur cet exemple-là, mais faire un détour pour redire à quel point... Pas trop long quand même. Pas trop long, mais pour dire à quel point on a une responsabilité, et là je fais écho au point de Hugues, intérieur, viscéral, de savoir à quoi on sert. Là, en ce moment, les plus touchés par la Covid et par le changement climatique sont les plus pauvres. Sont les plus pauvres. C'est ceux qui se retrouvent à la rue, c'est ceux qui ne mangent pas. J'évoquais aux États-Unis avec la queue du serpentin des gens qui ont faim, qui font la queue. En France, on a une explosion des demandes d'aide alimentaire, etc. C'est encore en place ici à Chantenay. Il y a une pérennisation de cette aide qui est une interrogation. Est-ce qu'on va continuer d'être sous perfusion? Comment on va le faire? Et en même temps, si vous regardez le bas de la fresque, les premiers leviers d'action sont accessibles à tous. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Il y a des tas de choses qui sont des solutions, qui sont des facteurs de solidarité, des facteurs de sociabilité, des facteurs de justice sociale, des facteurs d'économie, de création d'emplois, et qui sont accessibles à tous sans limite de capital, sans limite de connaissances, et avec une capacité à déployer, à créer des emplois. On peut imaginer des tas d'emplois dans les cyclo-entreprises. Nantes a lancé des tas de choses dans ce registre de là, etc. J'y viens sur la rénovation, le coût de la production, de la qualité du logement par rapport à la menace. On peut voir aussi, dans une approche keynésienne, l'investissement massif dans la rénovation, porté par la puissance publique, comme étant un levier de création d'emplois et de richesses dans des filières qui vont permettre de justifier l'investissement public. Et ça, je pense que c'est un schéma qui est salutaire. Enfin, on ouvre les vannes. On dit on va financer de la rénovation, et on ne va pas seulement faire reposer le modèle économique de la rénovation sur la capacité des occupants à rembourser un emprunt ou à payer une différence de charge. On prend en charge cet effort-là. Je pense qu'il fallait beaucoup plus loin que le plan de relance, parce que derrière, qu'est-ce qu'on dessine? Si on fait ce travail sérieusement, ça veut dire qu'on mobilise notamment des fibres. Ça veut dire qu'on va aller voir des artisans et des agriculteurs qui on va payer des fonctions de qualité environnementale dans les paysages et dans les sols, avec notamment des cultures de blé paysan, qu'on va se rendre compte que c'est avant les blés avec des tiges de paille de 1,50 m et non pas de 30 cm. Si on se met à valoriser la paille pour son usage dans l'isolation et pas simplement comme un obstacle à la récolte du grain, eh bien, on crée un nouveau débouché. Ce faisant, on va aussi créer de l'habitat pour d'autres espèces. Ce faisant, on va avoir des racines qui vont aller plus profondément. Ce faisant, on va mieux fixer l'eau. Ce faisant, on va fixer du carbone dans les sols. Ce faisant, on va créer des paysages. Et toute cette valeur induite par la recherche d'une nouvelle source de matière qu'on va intégrer dans nos constructions, c'est une économie qui s'entraîne. C'est un nouveau projet de société qui se dessine. Donc on peut se dire... Taillot, démarrons par l'isolation et entraînons dans notre panache, dans notre sillage, toute une série d'activités qui vont résoudre les autres problèmes, notamment ceux de la précarité et des inégalités. Et cette question me donne envie de donner la parole à William Aucamp, parce que je crois que c'était aussi la commande de la Convention citoyenne. C'était pas simplement d'aller vers une stratégie bas carbone, mais c'était une stratégie bas carbone acceptable socialement. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, William? Il s'y attendait pas du tout, donc... Oui, bonjour à tous. Tu tiens le micro. Oui, je pense qu'effectivement, ce qui a été assez clé dans le travail de la Convention citoyenne, c'est effectivement toutes ces recherches, tous ces experts qui sont venus nous voir, toutes ces personnes qui sont venues nous parler, et le débat qui a suivi, mais également aussi le fait de n'avoir jamais pensé à mettre quelqu'un dans une impasse. Enfin, quelqu'un, n'importe qui, d'être là avec les mesures pour être sûr que dans une question de justice sociale, personne ne soit laissé de côté. J'ai trouvé l'intervention de Julien très très intéressante, et notamment du coup son engagement pour agir pour le vivant, qui me semble, ça me semble en fait la première chose qu'on devrait tous faire. Et je voudrais aussi lui poser une question là-dessus sur quel serait en fait, là on parle de 2020 année zéro, mais quel serait le degré zéro d'une action d'agir pour le vivant? Qu'est-ce que, en sortant de cette salle, là tout le monde peut faire
tout de suite pour enclencher, parce qu'on a compris avec la Convention citoyenne que finalement, c'était une question de changement de paradigme et de changer de point de vue et d'arriver finalement par le dialogue. Enfin, moi, je trouve que la force du dialogue a été assez clé dans d'échanger sur ça, de se mettre à niveau tous sur un thème qui est le climat, qui est un enjeu majeur, enfin qui est l'enjeu majeur. Et voilà, je voulais poser cette question-là. Alors William, Julien. Je pense que là encore, la réponse, ça va être une pluralité de réponses pour inviter chacun à agir pour le vivant à la mesure de ses moyens. Parce que si chacun sort en se disant je vais planter un noyau de pêche et puis un jour j'aurai peut-être un pêcher, c'est important, on peut le faire. Mais certains d'entre nous et certaines d'entre nous ont des moyens pour faire beaucoup plus. Et à l'échelle d'une entreprise. Donc agir pour le vivant dans une entreprise, c'est immédiatement un choix sur les consommables et l'alimentation et la façon dont on nettoie les abords ou pas. Quel est le paysage qu'on accepte? Ce qu'on considère des mauvaises herbes, faut-il apprendre à les nommer? Faut-il comprendre les écosystèmes qui vont avec? Il y a des tas de réceptacles également pour le vivant qu'on peut intégrer à l'échelle d'un projet de quartier, un projet d'immeuble, que ce soit des nichoirs oiseaux, des bords de route, des méthodes de fauchage, des prairies qu'on laisse monter en hauteur et qu'on coupe pas systématiquement pour avoir le gazon plus ras. C'est les variétés fructifères, mellifères qu'on va planter dans les jardins. C'est les stations gourmandes qu'on va organiser dans les villes. C'est la façon dont on va aménager les toitures des bâtiments existants. C'est la façon dont on va végétaliser. C'est la façon dont on va planter des plantes grimpantes. C'est la façon dont on va tirer des trails. C'est la façon dont on va organiser également des visites vers les zones qui seront celles où on va rebâtir des haies plessées pour remplacer les fils de fer barbelés ou les fils électriques, en partenariat peut-être avec des maisons de luxe qui, elles, seront contentes d'avoir des bêtes qui auront grandi et se seront nourries dans des espaces où elles auront finalement pas abîmé leur peau, ce qu'on va retrouver dans la qualité des cuirs. Aujourd'hui, on jette nos chaussures au bout de quelques mois parce que les cuirs ont perdu en qualité, parce qu'on élève les bêtes trop vite et avec des méthodes d'alimentation qui fragilisent la peau et qu'on retrouve dans un taux de rotation de nos chaussures qui est trop rapide. Donc c'est aussi par là qu'on va agir pour le vivant, c'est des chaînes de dominos qu'on va déclencher, et plus longue la chaîne ce sera, plus il y aura de chaînes de dominos, on va gagner sur plein de tableaux. Mais là encore, avec un élan, c'est l'élan qui compte. Alors j'ai une question un peu scientifique, et je crois que c'est notre chef de projet carbone et résilience qui va répondre, Romain Marten. Donc si la France atteint la neutralité carbone en 2050, est-ce qu'on peut imaginer un impact sur le réchauffement climatique, la température? Si tu peux, voilà. Et si on peut imaginer cet impact, quel sera l'impact? Tu peux. Ouais. Oui, il remarche. Voilà, Romain. Donc oui, évidemment, il y aura déjà un impact puisque la température s'élèvera au moins jusqu'à 1,5 voire 2 degrés. Et donc c'est bien cette logique de limiter au maximum à 2 degrés l'élévation moyenne de température au niveau de la Terre qu'il s'agit d'avoir. Donc c'est le GIEC qui a posé ça et la machine est lancée. Donc tout l'enjeu, c'est de maîtriser au maximum la machine pour éviter que ça aille au-delà. Mais de fait, il y aura un impact sur le climat. En fait, ça permet de rester à 1,5 ? 1,5 aujourd'hui, c'est très difficile. Donc c'est le plus, si on fait énormément, on arrivera à 1,5. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rester au-dessous de 2. Et donc, avec tout l'enjeu de la neutralité carbone en 2050, qui est donc maintenant acté dans la loi française, c'est compatible avec le GIEC et la COP21, qui permet donc de limiter au maximum à 2 degrés. Merci Romain pour cette réponse au pied levé. Et alors le dernier mot, juste pour Julien. compléter, je pense que derrière la question, elle avait l'idée, mais si nous, à l'échelle d'un village d'Astérix, on a la potion magique et on devient neutre en carbone, est-ce qu'on a résolu les problèmes de l'Empire romain? C'est un peu ça le sens de la question, je pense aussi.
Et donc, je pense que c'est une question fractale, parce qu'on peut se la poser à l'échelle d'un village. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une maison isolée pour que le village marche? Non, ça suffit pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un village qui marche pour que la commune marche? Non, ça suffit pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une région, etc. On voit bien que c'est une question d'empilement. Mais Julien Vidal dit ça commence par moi. Donc on a cet effort en permanence de relier l'action individuelle et l'action globale. Et ici, on a, je pense, une opportunité économique. Si on se dit que le monde entier est sur cette trajectoire, être un acteur de la neutralité carbone, c'est s'ouvrir des marchés. C'est demain pouvoir exporter des méthodologies, exporter des savoir-faire, exporter des procédés, exporter des systèmes de conception, exporter des produits. Et là, on a un outil qui peut faire tache d'huile à très grande échelle. Et il s'agit là encore d'une question de coordination des actions entre les nôtres, dans nos différentes échelles, et puis nos partenaires. On n'est pas seul. On sait que dans les pays nordiques, il y a déjà toute une économie lancée là-dessus. On sait que dans le Vorarlberg en Autriche, il y a une économie du bois. On sait que dans le nord de l'Italie, il y a aussi tout un tissu de PME qui travaille sur ces sujets. Donc travaillons ensemble et dépassons l'idée de se dire moi je ne veux pas simplement viser la potion magique chez moi, je sais que ça ne va pas suffire, et puis les Indiens, puis les Chinois, puis les Américains, puis les Russes, etc. Alors ça, je ne vais rien faire moi. On est obligé de réussir ensemble. Donc faisons notre part et engageons le plus de monde possible à nos côtés. Ben, si vous voulez bien remercier par vos applaudissements Julien Dossier. Il reste avec nous pendant le repas, donc vous pourrez échanger avec lui. Et puis cet après-midi, nous poursuivons avec des ateliers, vous l'avez compris, sur la fresque qui est devant vous, et vous allez avoir à travailler là-dessus.